bien, salut à toi Liloun, merci de reprendre les interviews de Lucky avec moi. Donc tout d'abord, on va faire ta présentation. Je vais te demander qui est Liloun. Salut, salut. Moi, Liloun, aujourd'hui, c'est loin de la Liloun que c'était il y a quelques années. C'est une jeune femme de 26 ans qui aujourd'hui coach une équipe sur Rainbow Six chez Vitality. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur ça. C'est une personne qui fait sa vie au quotidien et qui bosse avec ses joueurs. Concentrée sur des choses simples. Mais du coup, avant Rainbow Six, tout ça, tu faisais quoi au niveau de ton travail, au niveau de tes études? J'ai fait des études dans le sound design pour le cinéma, l'illustration sonore pour être plus précise, le montage. Et ça m'a pris 3 ans, j'ai bossé quelques années là-dedans. En parallèle, j'ai commencé l'e-sport en parlant. Et voilà, et aujourd'hui, je fais à plein temps l'e-sport. Ok. Et du coup, au niveau des jeux vidéo, avec lequel t'as commencé et comment est-ce que tu l'as découvert? Ouais, si on reprend du tout début, en termes de jeux compétitifs, j'ai commencé sur Call of Duty 4. Ouais. Je l'ai découvert parce que on allait avec des copains au cybercafé. Pas de PC à la maison à l'époque. On allait au cybercafé et en fait ils jouaient déjà à ce jeu-là et ils m'ont entraîné avec eux mais au final de fil en aiguille on a découvert qu'il y avait des compétitions qui existaient dessus et on s'y intéressait. C'était des petites compétitions, c'était pas grand-chose, hein. Mais c'était quand même déjà ça comptait pour nous et voilà suite à ça, Modern Warfare 2, Black Ops et compagnie, enfin toute la Toute la lignée des Call of. la série de Call of Duty, voilà. Je me suis intéressée un peu à l'e-sport d'une manière générale au fur et à mesure des années en jouant à Call of Duty, mais du coup aux autres jeux. Et j'ai découvert en parallèle quand je jouais encore à Call of Duty, je connaissais déjà Rainbow Six Vegas 2. Et quand Siege est sorti, j'ai des amis qui ont fait la transition entre Call of Duty et Siege et ils m'ont aussi fait tester, ils m'ont un peu entraîné avec eux encore une fois et j'ai tout de suite accroché. Qu'est-ce qui a fait que t'as accroché à Siege et pas un autre jeu par exemple, pour continuer dans l'e-sport? Je suis une grande fan de FPS d'une manière générale et ce qui me manquait avec Call of Duty c'était l'aspect plus stratégique. C'est stratégique mais le degré est pas aussi qu'avec Siege. Ce côté destruction, gadget, je sais pas, ça m'a tout de suite attiré parce que je voyais un côté bien plus stratégique dans ce jeu-là et voilà. Et ça me gardait quand même le côté FPS comparé à un League of Legends ou quelque chose comme ça. Ouais. Du coup, je vais retracer ton expérience avec les petites recherches que j'ai pu faire en amont. Corrige-moi si je me trompe, mais du coup, on t'a découvert chez Vitality Black, accompagné de Crisco, Anthrax, Tactis Live. Suivi de ça, en 2017-2018, c'est rajouté donc Rise, Enemy, Elems, Revan, Panix, et puis Void par la suite. En 2018, après, vous récupérez Supremacy, avec Bibou, Zephyr, Spark, Breda et Rafale, la line-up qu'on connaissait bien. Vient une période de transition avec Qual, Sneaky, Aprox et Stiggy. Arrive ensuite Goga, Hungry et Fabian. Et on arrive enfin à la line-up d'aujourd'hui, Bibou, Rise, P4, Shinka et Cactus. Toi qui as vu tous ces joueurs défiler sous ton aile, qu'est-ce que t'en tires comme expérience? Est-ce que tu penses que voilà, certaines choses n'auraient pas dû être faites dans un sens ou dans un autre? C'est juste cette question pour avoir ton ressenti global sur ton expérience chez Vitality depuis bientôt 4 ans. Alors, ça fait en effet même un petit peu plus de 4 ans parce que j'ai commencé, comme tu l'as dit, en tant que joueuse, mais même avant ça, j'étais sur Xbox avec la line-up Vitality, même s'il n'y avait rien d'officiel, j'étais quand même la remplaçante. Je jouais relativement souvent avec eux, pour que ce soit pour des entraînements ou pour des petits tournois style GoFor qui n'avaient pas le même poids à l'époque qu'aujourd'hui. Mais en fait, c'est un petit peu difficile à décrire parce que j'ai pas vécu tous ces changements de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a certains que j'ai vécu en tant que joueuse, il y en a d'autres que j'ai vécu en tant que joueuse, on va dire, en pause en quelque sorte. C'était ma transition vers un rôle de staff, notamment quand on est passé sur PC et que j'ai été annoncée dans la line-up en tant que titulaire. Le fait de recruter une seconde line-up, qui eux étaient déjà des joueurs PC, est un choix que Vitality a dû faire parce qu'il voulait s'assurer une place au plus haut et qu'une équipe qui vient de
de Xbox composée de joueurs qui n'ont jamais touché un PC ou qui n'ont pas touché un PC depuis très très longtemps, ça n'aide pas à assurer de grands résultats pour eux. Donc comment je le vis? Forcément, ça fait pas trop plaisir ça fait pas trop plaisir à entendre, mais je le comprends. Donc c'est la première transition que j'ai vécue avec de nouveaux joueurs. La transition qui a suivi où en fait on a simplement arrêté Vitality Black parce que ça ne fonctionnait pas, on s'y retrouvait pas et ça n'allait pas, c'était pas récupérable. C'était donc ma transition vers un rôle de staff où j'ai donc appris à travailler avec, à cette époque-là, les joueurs que tu as mentionnés, donc Rise, Panix et compagnie. Cette line-up-là s'est retrouvée écartée pour l'arrivée des ex-suprématies, comme tu l'as mentionné. C'était donc 3e transition. C'est pas quelque chose que, tu vois, encore une fois, comment je l'ai vécu, la question se pose pas vraiment parce que j'ai pas eu vraiment mon mot à dire ou quoi que ce soit. Personne n'a vraiment eu son mot à dire parce qu'il s'agissait d'une demande liée avec Ubisoft également. Par D'accord. rapport au partenariat entre les orgs, etc. C'était pas un choix juste, bon voilà, on arrête cette line-up, on en prend une autre, juste comme ça. Tous ces choix, c'est des choix qui sont un petit peu plus profonds que ce qu'on peut penser quand on les regarde. Et donc, on n'a pas forcément des avis à avoir parce que c'est juste c'est factuel en fait. C'est comme ça et c'est tout. Et ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est ce qui s'est passé par la suite, pardon. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'étais pas au cœur des décisions pour les transitions, mais je les ai vécues de manière un petit peu plus impliquée. Notamment les quelques joueurs qui ont quitté le navire, notamment avec le départ de Zephyr. Oui. C'était Bios à l'époque qui était coach et il n'a pas été trop décisionnaire là-dedans non plus. Il y a eu un remaniement chez Vitality parce qu'il y a eu une descente en Challenger League, ça ne fonctionnait pas, l'équipe n'allait pas. Il y a eu pas mal de rafistolage et donc il y a eu un remaniement suite auquel ils ont construit autour de Bibou et Bridé et Spark. Et c'est là que moi j'ai pris le rôle de coach, de head coach, et donc c'est à partir de là où mon avis a compté un petit peu plus et donc la manière dont j'ai vécu ces transitions a été un petit peu plus intéressante. À ce moment-là, il faut savoir qu'on récupère. Moi, j'arrive dans une line-up qui est en Challenger League. Ouais. On n'est pas très attrayant parce que qui de la scène professionnelle aurait envie de quitter leur équipe bien en Pro League pour rejoindre une équipe en Challenger League en train de se reconstruire? Pas grand monde. On a la venue d'Erix et Sneaky à cette époque-là. Avant Qual, c'était Erix. Et, Oui, c'est vrai. et du coup, on doit composer avec ça. Mine de rien, je trouve que dans les quelques mois qui ont suivi, bon, on a fait le changement donc Qual et Erix pour des raisons qui resteront à terme. On a fait ce qu'il fallait faire, on est repassé en Pro League. Et au moment de repasser en Pro League, on a les attentes du dessus qui arrivent tout de suite. Bon, voilà, maintenant qu'on est retourné à la place où on devait être, il faut qu'on performe. Et il faut qu'on performe, il n'y avait pas vraiment de patience derrière ça, tu vois. Il faut qu'on performe maintenant. Donc il y a des demandes du staff ou des attentes par rapport à la légitimité de Vitality en tant qu'org. Et c'est normal dans un sens. Et il faut prendre des décisions tout de suite. Il y a aussi une ligne directive avec l'arrivée de notre nouveau manager et compagnie, Fabien Baquet, à l'époque. Il y a une ligne directive qui est le prestige. On cherche quelque chose de prestigieux, on veut aller chercher des gros noms, on veut parler de nous, on veut revenir en force. Et forcément, dans les mois qui suivent, quand tu as des noms comme Goga, Gris qui se présentent, ça colle. Ça colle avec la ligne directive. Voilà. Donc on arrive avec ces noms-là. Il y avait un gros travail en interne à ce moment-là qui était qui était autour de Bastien, enfin de Bibou, de l'aider à prendre un petit peu du recul et de détacher son rôle de leading game parce que ça le rongeait, vraiment ça le rongeait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, je pense que son image est assez connue, qui est naturellement un peu nerveux. Mais ce rôle et le poids que ça lui mettait sur ses épaules, en fait, ça le rongeait et c'était plus possible. Et pour lui en tant que joueur, et pour le groupe, la vie de groupe, c'était plus possible. Donc, le travail de recherche dans les recrutements a été de venir compenser ça, de s'assurer que Bastien n'aurait plus à prendre ce rôle-là, ou du moins pas autant, et du coup d'aller chercher des profils un peu avec du leadership, en fait, et avec de la proposition de jeu, des meneurs, en fait, en jeu.
Et donc on a trouvé ça chez Goga, on l'a trouvé aussi à un certain niveau chez Hungry. Malheureusement, après quelques mois de travail avec cette line-up là, on s'est rendu compte que les avis, les idées, en fait, la vision de jeu de chacun divergeait tellement qu'on n'arriverait jamais à les faire se retrouver à un point. C'était primordial de changer de joueur à cette époque-là, mais avec le temps, avec, aussi Stiggy qui était là à ce moment-là, on n'arrivait pas à joindre, les 2 bouts. C'est que ça on n'arrivait pas à les faire se rencontrer, c'était trop différent. Hem et ça, c'est quelque chose que tu peux toujours travailler dessus, mais quand c'est vraiment des opposés, tu peux pas, en fait. Il y a des choses, ça ne fonctionnera pas. Hem et du coup, on a fini avec cette line-up là et on est arrivé avec, quelque chose qui faisait beaucoup de sens à l'époque, hem, notamment avec, Ryze et Fabian qui voulaient vraiment jouer ensemble. D'accord. Les 2 avaient cette volonté de jouer ensemble et hem et ça nous a un petit peu tombé dessus avec Bridé qui, mentionnait déjà, le besoin d'air frais en fait, Mmh. de changer, de renouveau, d'une nouvelle line-up, pas sous les mêmes couleurs depuis quelque temps. Avec ces 2 arrivées-là, lui-même était tenté il avait bien envie de rester parce que pour lui c'était suffisamment frais et c'était des gens avec qui il avait envie de travailler. Donc en fait, on est arrivé avec une line-up qui faisait du sens, avec un Fabian, un Ryze et un Bridé. Hem et on aurait gardé du coup Goga et Bibou, à côté. Et bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, on n'a pas eu cette line-up là. La line-up avec Hungry était quand même très intéressante. Il faut savoir qu'Hungry est un joueur, c'est très agréable de travailler avec lui, c'est une Mmh. très bonne personne. Mais cette line-up là, malgré le fait qu'elle fasse du sens, sur le moment, à l'instant T, elle le faisait. Et au fur et à mesure, encore une fois, les gens découvrent que finalement ils ont pas forcément envie de travailler ensemble, qu'ils ne représentent pas ce qu'ils pensaient les uns des autres. Et tu arrives à des crises de management qui sont tellement grosses que au bout d'un moment tu ne peux juste rien faire en fait. C'est que quand tu as des jeunes joueurs, c'est facile, c'est malléable, c'est facile de discuter avec eux, c'est facile de leur montrer le bon côté des choses, c'est facile de travailler avec eux. Quand tu as des joueurs d'expérience qui ont déjà un certain nombre d'années derrière eux, qui se sont vus réussir dans le passé, beaucoup plus difficile de les faire accepter, de mettre leur opinion de côté, de peut-être tu vois, changer certaines choses, Ouais. de se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnaient à l'époque qui ne fonctionnent plus maintenant. Voilà, c'est beaucoup plus difficile et pour certains, c'est impossible. Pour certaines personnes, c'est pas possible. Tu peux être le meilleur manager, le meilleur coach, le meilleur teammate que tu veux, ça n'est juste pas possible. Donc, je pense que cette transition, c'est peut-être celle qui a fait le plus mal, en fait. Pour revenir à ta question de base, c'est celle Mmh. qui a fait le plus mal parce qu'elle faisait beaucoup plus de sens que toutes les précédentes. Elle était tellement logique sur le moment où on l'a fait. Et elle s'est écroulée bien plus bas que toutes les autres. Et elle a fait du mal, mentalement, en termes de résultats, en termes d'image, elle a fait du mal à tout le monde. Donc celle-ci, c'est certainement la pire. Ça a été très difficile à vivre. Moi, je l'ai vécu comme un vrai échec personnel parce que sur le moment, j'étais très sceptique, mais j'ai fermé les yeux et fait confiance à 100 à mon équipe en fait, ils Mmh. avaient tous très envie d'y aller et je le vis comme un vrai échec, personnel et j'ai l'impression d'avoir moi-même heurté, la santé mentale de certains de mes joueurs à cette époque-là. Donc c'était pas simple et ça sert, de leçon tous les jours et notamment ça a servi de leçon, à la prochaine transition Mmh. qui nous a amené à la line-up qu'on a, aujourd'hui. Qui est, je sais pas si tu veux qu'on en discute? Ouais, si, Parce si, que celle-ci, carrément. pour le coup, ça a pas du tout été le même principe que ça a pas été un mercato simple, hein. Je pense que ça s'est un peu ébruité ce qui s'est passé, mais on avait donc une scission entre les 2 groupes de joueurs. Donc, Ouais. on avait un groupe francophone, mais c'est pas vraiment par rapport au langage, c'était juste par rapport aux idées, aux visions de jeu. Un groupe francophone et de l'autre côté, on avait, Fabian et Goga et puis on avait un gris au milieu. Ça, c'était les 3 groupes Ils qui sont se dessinés, dressait quoi. devant nous en Mmh. fait. Voilà. Et l'option Hungry tout seul s'est rapidement effacée parce que reconstruire autour de 2 joueurs c'est déjà difficile, reconstruire autour d'un joueur c'est encore plus compliqué. Donc voilà.
du côté francophone, il y avait une volonté de retrouver cet esprit de groupe, finalement, ce qui permet de faciliter vraiment ce travail de management, etc. Et du côté, disons, anglophone, pour que ce soit plus simple, il y avait juste une volonté de trouver un peu de firepower, des genoux, et puis de continuer comme ça, en fait. Ouais. Pas vraiment chercher, La pas cohésion, vraiment à la quoi. recherche d'une line-up de sens, Mm. mais plus du jeu, tout simplement. Et les deux se valent, c'est-à-dire que ça dépend ce que tu veux, en fait, hein. Ça dépend vraiment de ce que tu veux pour travailler. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est très subjectif. Et du coup, la question a été comment est-ce qu'on prend la décision de quel corps on va suivre. Et moi, en parlant à mon head staff, je leur disais c'est impossible de prendre une décision comme ça en claquant des doigts. C'est impossible. Moi, ce que je propose, c'est qu'on leur donne 2 semaines. Enfin, c'était un petit peu moins de 2 semaines, mais 2 semaines. Prouvez-nous. Vous avez vos idées de joueurs, vous avez vos idées de line-up, d'un côté comme de l'autre. On a 2 coachs. J'ai la chance d'avoir mon adjoint, Louis. Ouais. Donc on peut assurer des scrims en parallèle avec les 2 line-up. Vous avez 2 semaines, montrez-nous de quoi vous êtes capable, comment vous souhaitez travailler, ce que vous souhaitez produire et comment vous souhaitez être encadré aussi, tu vois. C'était aussi une question de montrez-nous votre implication et aussi ce que vous souhaitez avoir. Et c'était super intéressant, hein. C'est quelque chose qui se fait pas trop, du moins pas sur Siege, mais c'est des vraies phases de sélection au final, tu vois. C'était très intéressant à regarder, c'était fatigant, c'était très intéressant. Et au bout d'une dizaine de jours, c'est devenu de plus en plus clair. Et la conclusion, c'était, bon, d'un côté, t'as des gros noms, du jeu, un système comme il est, de l'autre, t'as une line-up qui a une synergie naturelle qui fonctionne déjà. Sans même travailler, elle fonctionne déjà. C'est francophone, ça aide l'org. C'est sain, le travail est très sain. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères ? Et Vitality ont choisi la line-up française et moi ça m'intéressait plus que l'autre également, donc Tout le monde était gagnant, quoi. Ouais. tout le monde était gagnant, Enfin, oui et non, oui et parce non, que non. derrière il y a forcément des joueurs qui se retrouvent sans rien et on essaye de les aider comme on peut. À l'époque, on a essayé de les aider comme on pouvait, de leur permettre de rebondir. On a démarché des orgs, mais enfin, comme on l'a vu dans la plupart des changements qui sont faits à cette époque-là, les gens étaient à la recherche de sang frais et pas vraiment de joueurs expérimentés, donc c'est compliqué. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Ouais. Donc aujourd'hui, t'es coach, tu l'as bien mentionné. Comment est-ce qu'on devient coach sur un jeu à l'époque qui était en pleine évolution ? Comment est-ce que t'as réussi à obtenir ce privilège ? J'étais joueuse et ce que je préférais dans mon rôle en tant que joueuse, en tant que teammate, c'était chercher à comment placer un peu mes teammates autour de moi, mais aussi, en fait, ça se plaçait beaucoup sur la communication. Et j'aimais beaucoup passer du temps en dehors du jeu avec mes teammates, par exemple quand ils se sentaient un petit peu moins bien ou quand justement ils se sentaient bien, pour discuter de pourquoi ils se sentent un peu moins bien, pourquoi ils se sentent bien dans le jeu, mais aussi en dehors, tu vois. J'aimais beaucoup l'échange déjà à ce moment-là, et je me suis rendu compte en m'essayant un rôle d'analyste que je regardais, c'était Kiwi à l'époque en coach, Ouais. et je me disais mais en fait c'est ça que j'aime vraiment. J'adore jouer, je suis une joueuse, j'ai des compétitrice, donc j'adore ça, mais ce qui me plaît le plus et ce qui me botte le plus à l'heure actuelle, c'est ça. C'est aller accompagner des gens, les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes et de s'épanouir aussi, tu vois. Mm. Et du coup, comme il y avait la place d'analyse de livres chez Vitality et que j'étais déjà avec eux, ça faisait du sens, je les connaissais déjà, je savais déjà un petit peu comment ils fonctionnaient, c'était juste un choix facile pour eux comme pour moi. À l'époque, c'était du volontariat aussi. Il faut savoir que c'était pas, D'accord, ok, ouais. pas un boulot, hein, c'était un partenariat, un parrainage professionnel en fait. Mais c'était pas, personne n'était payé à ce moment. Enfin, pas chez nous en tout cas. Et du coup, de fil en aiguille, il y a un rôle de coach qui s'est libéré et c'est Bastien, du coup, qui est allé voir Vitality. Moi, à cette époque-là, j'étais en train d'explorer mes options avec d'autres équipes. D'accord. Des équipes qui étaient intéressées qui étaient à la recherche d'analystes, mais des équipes qui étaient aussi à la recherche de coach. Et j'étais assez claire avec les gens en leur disant que ce qui m'intéressait le plus, c'était de prendre de l'expérience en tant que coach, mais que pour l'instant, j'en avais pas. Donc
donc je visais pas non plus trop haut parce que mon but c'était pas d'arriver dans une équipe et de les plomber, tu vois. Ouais. Et Bastien, quand il a été remis au centre par Vitality pour recréer une équipe autour de lui, et donc avec Bridé et Spark, est allé voir le head staff et leur a dit ben, moi je sais que Laurie veut travailler là-dedans et on a bien parlé et je sais qu'elle sera douée dans ce rôle-là et du coup je veux qu'elle soit notre coach. Il m'a imposé en quelque sorte. Et donc merci à lui. Merci à lui et c'est vrai qu'au début j'étais pas sûre à 100% que ce soit le plan pour moi. Je voulais pas faire un pas trop grand. Tu sais, généralement quand c'est un petit peu la même chose quand t'es joueur et que tu te qualifies tout juste en Challenger League et qu'il y a des équipes qui débarquent d'European League pour te recruter. C'est pas toujours la bonne chose de sauter le pas et d'aller tout de suite en European League. C'est bien de prendre de l'expérience en Challenger League, tu vois. Et là c'était un peu la même chose, donc j'étais pas sûre, mais j'ai quand même accepté, j'y suis allée et au final là, je suis très contente qu'on ait commencé en Challenger League parce que ça m'a permis de me former et donc on ait fait la transition vers qu'on se soit requalifié en Pro League, parce que si j'étais atterri directement en Pro League, le jeu en lui-même n'aurait pas été un problème, la vision de jeu n'aurait pas été un problème, mais c'est juste que j'aurais pas pu me former, j'aurais pas pu prendre le temps, j'aurais pas pu prendre le temps à côté, faire des heures de session avec des coachs mentaux, des coachs dans le sport, etc. J'aurais pas pu faire tout ça. Tout serait allé trop vite, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai envie de dire c'est grâce à Bastien à un certain niveau. Mais comment ça s'est fait. Je pense qu'il y a beaucoup de être au bon endroit au bon moment. Il y a beaucoup de chance là-dedans, mais il y a aussi ta volonté personnelle, si tu sens que t'es fait pour ça ou pas. Après, tu t'en es donné les moyens aussi. Oui, et puis je te parle de formation, mais c'est pas des formations qui m'ont été apportées sur un plateau d'argent. C'est moi qui suis allée qui ai fait les démarches. J'ai fait les démarches d'aller chercher des gens dans le sport. Même ici aux États-Unis, j'avais pas mal de monde. Enfin, il faut le vouloir. C'est beaucoup de temps. Je passe beaucoup plus de temps à travailler et à développer mon rôle en tant que staff que je le faisais en tant que joueuse. D'accord, ouais. C'est beaucoup de temps. Mais c'est super intéressant. Bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, tu as parlé que vous étiez en volontariat à une époque. Est-ce que tu avais un travail à côté ? Oui, c'est quand j'étais encore justement dans le sound design, je travaillais avec un studio. D'accord, ok. Du coup, à un moment de ta vie, il est bien venu le temps de passer coach professionnel à plein temps. Comment cette nouvelle a été reçue par tes proches qui t'ont tout de suite soutenu, ou alors il a fallu un petit temps d'adaptation ? J'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont pas mal soutenu, surtout mon père m'a beaucoup soutenu dans toutes mes démarches, que ce soit même quand je parlais de mes études dans le sound design. Les études dans des écoles privées c'est cher et j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont toujours aidé à trouver des solutions, qui m'ont aussi beaucoup responsabilisé et ils n'ont pas pris cette décision mal, ils l'ont pas mal pris du tout. Je vais pas dire qu'ils étaient super enthousiastes. Toujours un petit peu peur. Mais voilà, forcément. Mais ils m'ont fait confiance et pareil, quand j'ai dû quitter du coup mon travail, tout le monde savait la passion que j'avais à côté, même si le son c'est aussi ma passion et ça m'étonnerait pas qu'un jour j'y retourne. On verra. C'est pas le sujet actuel dans tous les cas, mais on verra. Mais même quand j'ai quitté mon travail, tout le monde était très... Tu sais, c'est un peu... On laisse la porte ouverte, mais va et éclate-toi, et puis si besoin, tu reviendras. Ouais, c'est ça, ils étaient quand même heureux. C'est ça. Du coup, maintenant, je vais parler du Six Invitational 2018, parler du vote communautaire qu'on a suivi pendant une soirée. L'engouement de la France derrière ça, qu'est-ce que ça fait, toi qui étais, je me souviens, sur le stream de Skok, je crois bien, de voir tout ce soutien et de finalement parvenir à remporter ce vote. Là, tout de suite à l'instant, ça fait mal au cœur parce que je suis au courant de la performance qu'on a fait juste après. Oui, bah... Mais non, sur le moment, c'était magique. C'est un truc de dingue, c'était magique. Mais pas seulement parce que c'était nous, juste de voir autant de personnes, par principe juste de communauté, parce que c'est la France, et qu'on se soutient, que c'est les jeux vidéo, c'est un truc de dingue. Vraiment. Voir à quel point on est capable de faire fonctionner le réseau à droite à gauche, le nombre de personnes que ça mobilise, c'est fou.
complètement fou. Du coup, après ça, il y a eu le Six Major Paris. J'étais dans le public à chanter quand vous êtes arrivé. Qu'est-ce que ça fait d'arriver sur scène devant le public français aussi, de voir ça, en fait? Moi, j'ai pas passé beaucoup de temps sur scène parce que j'étais analyste. Ah oui, J'étais c'est vrai, à devant l'époque. la Oui, scène. oui, oui, c'est BIOS, c'est BIOS, c'est BIOS. Ouais, mais non, ça me faisait. Enfin, du coup, à la limite, c'est peut-être. Je vais pas dire que c'était encore mieux, mais c'était super intéressant à vivre aussi. C'était super beau à vivre aussi parce que du coup, j'étais au cœur de ceux qui étaient en train de chanter en regardant mes joueurs qui étaient sur scène. Donc, j'entendais encore plus ce qui se passait et je voyais encore plus ce qui se passait. Et non, ça fait. C'est un peu la même chose que pour le vote au final. C'est de voir cette communauté présente vraiment enfin je repense à Superou qui crache ses poumons à chaque fois. Je sais pas, c'est beau, c'est vraiment beau. T'as ces images de grands stades de foot par exemple avec la foule qui est folle pour les équipes, mais bien évidemment c'est pas la même échelle, mais c'est je sais pas, ça te remet un petit peu à ta place. Et peut-être que certains vont construire de l'ego autour de ça. Moi, personnellement, j'en suis très humble. Je me dis, waouh, enfin, tu fais pas grand-chose et t'as ces gens-là qui sont là pour toi, pour nous, pour ce que tu représentes. Et ça calme, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Vraiment. Ça te donne une force intérieure, mais qui est, encore une fois, c'est sain. Je sais pas, c'est très difficile à décrire. Du coup, Mais maintenant. c'est bien, hein. Bah, tu C'est m'étonnes. positif. Sur maintenant, du côté de ton travail, si tu peux nous citer quelques exemples pardon, de ce que tu réalises au quotidien avec tes joueurs. Déjà, l'élément principal, c'est l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que on fait en sorte, quand je dis on, j'englobe Robin et LB avec moi. On fait en sorte au quotidien que le cadre soit sain, reste sain, productif et surtout que l'échange ne s'arrête pas. Qu'il y ait toujours de la communication entre tout le monde, que ça reste smooth, que ça reste, tu vois, huilé. Et ça sonne comme pas grand chose, mais en réalité, c'est un vrai travail au quotidien. C'est être disponible en permanence. On est tout le temps sur TeamSpeak, on est tout le temps là à parler aux gars, à s'intéresser absolument à tout. On a dressé nos lignes directives et on fait en sorte de les suivre. Et du coup, on fait en sorte que tout le monde rentre dans ce cadre-là, mais pas d'un point de vue. En fait, le but, c'est que ce ne soit pas militaire, que ça soit naturel au final. Donc c'est beaucoup de travail au quotidien. À côté de ça, tu as bien évidemment le deuxième point le plus important, le jeu. Donc beaucoup d'études du jeu en lui-même, de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait chez nous, de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit continuer à travailler. Enfin, je ne veux pas aller dans les détails, ça je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus clair aux yeux du public. Enfin, c'est beaucoup de statistiques, c'est c'est des scrims, c'est de l'analyse de nous-mêmes ou de nos adversaires, ou même juste d'équipes pour s'intéresser aux différents game styles qui existent. C'est commun, je pense. C'est quelque chose qu'on fait tous de la même manière, et ça, comme je t'ai dit, je pense que c'est ce qu'il y a de plus public à l'heure actuelle dans notre travail, tout ce qui est lié au jeu. Mon rôle, c'est aussi pas mal de développement individuel. D'accord. C'est peut-être ce que je préfère d'ailleurs. C'est peut-être le truc qui m'intéresse le plus, en tout cas à l'heure actuelle. En ce moment, c'est ce que je préfère, je pense. Que ce soit dans les ressentis des gars, donc notamment ce que j'ai fait avec Bastien, le gros travail sur lui-même qu'on a fait pendant 2 ans, mais aussi par rapport à du in-game, c'est-à-dire si tu te sens peut-être un petit peu plus faible vis-à-vis de ça, tu te sens un peu moins en forme vis-à-vis de ça, ou tu as des difficultés sur ça. Au contraire, tu as une vraie force ici. Comment on l'exploite, comment on fait en sorte que tu la gardes et que tu la développes encore plus. Voilà, c'est au quotidien, ça. Et après, d'une manière générale, c'est aussi les côtés un petit peu un peu moins marrants, mais prendre la responsabilité pour tout le monde. Assurer des décisions qui sont pas toujours les plus marrantes
à assurer. Mmh. Et, et voilà. Et on continue toujours. Et c'est s'assurer que tout le monde relève la tête quand c'est nécessaire, que tout le monde la garde levée quand c'est nécessaire. Et voilà. Ouais. Du coup, maintenant tu travailles avec LB. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Est-ce que tu vois un changement à travailler sans lui, par exemple? Je vois un très très gros changement. Avant LB, c'était soit je travaillais soit seule, soit avec un analyste. Et LB, c'est donc c'est pas un analyste, c'est un coach adjoint. Et ça, c'était quelque chose de très important quand je lui ai demandé de venir travailler avec moi. Faut savoir qu'LB et moi, on a parlé de travailler ensemble pendant peut-être 2 ans avant de finalement travailler ensemble. D'accord. Euh, on voit le jeu de la même manière, on voit l'évolution du jeu de la même manière, et on veut faire la même chose dans le jeu pour pour réussir en fait. Ok. Déjà ça, c'est un gros plus. Mais c'est surtout que LB, il est c'est quelqu'un de très factuel, et c'est pour ça que je voulais vraiment à ce poste de coach adjoint, parce que moi je suis plus dans l'interprétation, je suis un petit peu plus dans tu vas me donner une stat, je vais essayer de comprendre pourquoi elle est là. Louis est plus dans l'exactitude des chiffres. Mm. Et c'est très bien parce que ça permet d'avoir un équilibre entre nous deux. C'est un petit peu difficile à décrire parce que ça me paraît tellement naturel que je me pose pas tous les jours la question de pourquoi ça fonctionne et de comment ça fonctionne. Mais on a vraiment cet échange. On se challenge un petit peu l'un l'autre, mais c'est pas un combat de coq. On se Ouais, c'est pas une challenge dans le compétition, sens. quoi. Voilà, j'ai cette vision, il a cette vision, elles amènent à la même chose, mais elles passent pas par le même chemin. Et du coup, on met en commun les chemins pour justement développer le résultat ensemble. Et je lui fais une confiance, j'ai une confiance en lui aveugle. C'est-à-dire que demain, je dois m'absenter, je peux pas être là pour l'entraînement, je sais qu'il est avec eux, et j'ai aucun problème. Ou lors des débriefs, tu as certaines personnes qui vont vouloir mettre les choses en commun d'abord avant de les apporter aux joueurs. Je lui fais une confiance aveugle, c'est-à-dire qu'il commence à parler de quelque chose, je vais pas aller l'interrompre parce que je sais que ce qu'il va dire, ça va aller dans la direction qu'on prend. Donc c'est encore une fois, c'est peut-être la collaboration la plus saine que j'ai eue depuis que j'ai commencé en e-sport. D'accord. Vraiment, Ah ouais. je suis vraiment très 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 heureuse du travail avec lui. D'accord. Et pour ce qui est de Robs? Eh bien, Rob, c'est un petit peu plus récent, c'est un petit peu plus frais. Mais et le domaine de travail, là où on se joint, est pas au même endroit que Louis, même si à grande échelle il l'est. On n'est pas vraiment dans le travail game ensemble. Mais au contraire, ce que j'aime avec Rob, c'est que il est venu apporter ce que moi je voulais avoir dans l'équipe depuis un moment. C'est ce côté très sain, ce côté très on est dans un management participatif, c'est-à-dire qu'on implique les gars autant que possible. On fait en sorte qu'ils comprennent pourquoi on fait quelque chose, comment on le fait, et que du coup ça se passe naturellement. Et on est toujours dans cet échange, on fait en sorte que tout soit très transparent, que tout soit partagé au sein du groupe. Ça vit très bien, et ça rend le développement personnel et collectif plus facile, et ça rend aussi le dénouement de petits problèmes qu'il peut créer. Enfin, quand tu vis au quotidien avec les mêmes personnes, tu auras forcément un petit moment des petits échauffements, mais franchement rien comparé à ce que tu peux imaginer avec cette équipe, c'est un truc de dingue. et c'est en grande partie grâce à ce que Robs est venu apporter et valider, et c'est là qu'on se rejoint tous les deux, et je suis ravie. Je suis vraiment vraiment ravie parce que je cherchais ça depuis très longtemps, et il l'a apporté comme ça super facilement, comme si c'était si facile en fait depuis tout ce temps-là. Enfin bref. D'accord. C'est une perle aussi. Et du coup vient la question, bon, c'est pas forcément lié, mais est-ce que t'as pas peur d'être un jour lassé du métier de coach ou de Siege en lui-même? Le métier de coach, non, je pense pas. Je pense que si un jour quand je déciderai d'arrêter, déjà ce sera pas avant un bon moment, mais quand je déciderai d'arrêter, ce sera pas vraiment par lassitude, mais plus par de nouvelles ambitions en fait, quelque chose qui a pris le dessus, quelque chose qui me tente encore plus. Par contre, du jeu, ça c'est un petit peu plus inquiétant. Ouais. Ça c'est un petit peu plus inquiétant parce que
je sais pas si on va vraiment dans la bonne direction là sur le jeu. Donc. Ah ouais, tu penses? Pour l'instant, j'en suis pas lassée, je suis très bien, mais c'est difficile, hein. Ils nous mettent quand même à rude épreuve avec ce jeu-là. Mmh. Ouais. Ah, On va voir dans les prochaines années, mais c'est difficile de voir un avenir lointain sur ce jeu. ouais, parce que je voyais beaucoup de joueurs se plaindre du jeu, que ce soit en ranked ou tout ça, mais pas trop dans ce qui est dans l'e-sport. C'est pas ton cas, du coup? Bah, ce qui est en fait, l'e-sport est forcément, c'est forcément plus agréable à jouer qu'en ranked, bien évidemment, parce que techniquement, logiquement, heu, tu devrais pas avoir affaire à des cheaters. Oui. Hem, mais les problèmes, les bugs, mais c'est surtout les lignes directives du jeu, c'est, des gadgets, des effets secondaires de plus en plus, la santé du jeu d'une manière générale, les entraînements quand, tu des périodes là, en ce moment, ça va, pour être honnête, mais t'as des périodes où, tu peux pas faire, une carte sans, devoir relancer ton jeu, 5, 6, 7 fois, enfin, Ah ouais. c'est usant, en fait, au quotidien. Mmh. C'est vraiment usant et des fois, ça se produit si ça se produit pas pendant les matchs, ça va se produire juste avant, juste après, peut-être une fois pendant le match. C'est puis comme je te dis, c'est vraiment juste le jeu en lui-même, la manière dont ben, au début, c'était vraiment basé sur, la stratégie avec la destruction et compagnie et puis maintenant tu as un gadget, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis, au lieu de retravailler ce qu'on a déjà, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on Mmh. ajoute, tu vois? OK. Il y a des choses qui se retrouvent un petit peu entassées et pas sûr que ce soit je suis pas certaine que ce soit, ce qu'il y a de mieux pour que le jeu vive encore longtemps. Mais on verra, hein, Mmh. on verra. C'est pas le Siege qui t'a séduit en 2015, quoi. C'est plus Non, le Siege, ouais. ça me plaît encore, mais c'est définitivement pas le même jeu. Mmh. Du coup, maintenant, on va parler de l'European League, de la saison 2 qui est en train de se jouer. On a vu le Stage 1 en temps de scie. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est peut-être parce que l'équipe était jeune, je sais pas. Alors le fait que l'équipe soit jeune, c'est définitivement une des raisons. Hem, le stage 1, on a quand même montré de belles choses face aux grosses équipes, Ouais. de moins belles choses face aux plus petites équipes. Sans vouloir manquer de respect à ces équipes-là, hein, mais c'est juste, factuel en termes de classement. Hem, il y a eu, un bon coup de fatigue, au milieu fin du premier stage, pardon. Ouais. Ce qui nous a amené à retravailler le deuxième stage d'une manière un petit peu différente. On a fait en sorte d'avoir un bootcamp justement en milieu de stage pour parer à ce coup de fatigue. 1er stage, justement du fait que l'équipe soit si jeune, on a beaucoup, 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 beaucoup travaillé la semaine qui a précédé la reprise, parce qu'on a eu qu'une semaine d'entraînement, Mmh. plus pendant la saison, mais quand je te dis beaucoup travailler, c'était des 8 heures de jeu collectif par jour, plus Ah de ouais. la théorie, c'était ouais, beaucoup, beaucoup. Et c'était bien sur le moment, mais ça a apporté un gros coup de fatigue, au bout d'un moment, en milieu de stage et c'est tombé, sur des matchs où il fallait pas, enfin, on s'est fait piéger, en fait, parce que du coup, coup de fatigue, on se dit: «Bon, voilà, on a passé le plus dur, maintenant on a des équipes où ça Mmh. devrait être un petit peu plus simple et on prend, les matchs un peu plus à la légère». Je suis pas en train de dire qu'on a croisé les jambes, mais on a rien fait, mais on n'avait pas les doigts de pied en éventail non plus. Mais je pense qu'on les a pris peut-être un petit peu moins pas moins au sérieux, mais on était peut-être un petit peu moins intense dans Mmh. nos matchs, sur ces matchs-ci, que, sur les gros matchs et enfin, on s'est fait punir. Il y avait aussi un peu de problématique sur le match notamment contre, anciennement, Trainhard, Ouais. Knight, et du coup, plus récemment Heroic. Oui, héroïque, ouais. Mais où en gros on avait, on a Nico, enfin P4 et Axel Shinka qui sont donc leurs anciens coéquipiers et c'est quelque chose on l'a pas trop vu venir, on l'a senti mais on l'a pas trop vu venir, mais il y a eu un petit peu de tu sais, ça fait quelque chose quand tu joues contre tes anciens coéquipiers, surtout forcément, quand, ouais. c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas fait non plus des dizaines d'équipes, donc c'est une situation nouvelle pour eux, donc ça a été, une autre problématique en termes d'intensité sur le match, mais voilà, c'est tout des choses qu'on a travaillées pour arriver sur un stage jeu, un petit peu plus intéressant. Il y a quand même eu des loupés qui font mal, hem, mais pour le coup, ils sont pas sur les mêmes raisons. On s'est découvert une petite faiblesse par rapport aux équipes, quand on joue contre des équipes qui sont un petit peu plus lentes ou qui jouent un petit peu Mmh. plus de l'extérieur, des trucs comme ça.
Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on a travaillé, aujourd'hui n'est plus un problème. Mais forcément quand ton équipe est jeune comme ça, il y a des choses que tu découvres au fur et à mesure et ça prend, des semaines, des mois à D'accord, je surgir vois. et D'accord, et du coup, pour ce stage 3, quelle a été votre préparation en bref? bah, déjà comme je viens de te le mentionner, pareil à ce problème-là, cette petite faiblesse qu'on avait par rapport à ce style de jeu, donc on s'est beaucoup concentré là-dessus. On a aussi fait en sorte de réaménager encore une fois par rapport à la fatigue, tout ça, la période, la transition entre les 2 stages. Hem Et juste continuer, on a aussi bon, des changements, map pool et compagnie, donc il y a du Ouais, travail comme toutes les équipes, par rapport à ça, des nouvelles stratégies, nouvelles cartes à apprendre et voilà, c'est juste, la suite de ce qu'on avait déjà commencé. d'accord. Ton ressenti sur Bank, à son arrivée en European League, t'en penses quoi? J'en pense que c'est pas forcément la map que j'aurais choisie par rapport à toutes les maps qui ont été rework et qui sont dispo, à l'heure actuelle. Je pense à Border notamment, mais il y en a d'autres. Ouais. Je 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 pense qu'elle est mieux, enfin du moins qu'elle est plus adaptée au jeu tel qu'il est maintenant que la banque originale. Je suis pas sûre que le rework apporte suffisamment pour la rendre vraiment plus intéressante. Mmh. J'aurais bien aimé voir quelque chose comme, le Bombsite Tailors, j'aurais bien aimé voir, un petit peu plus de plafond, solide, tu vois? Entre le CEO et les Tailors Ouais. ou quelque chose, tu vois? Enfin, j'aurais bien vu quelque chose comme ça, retravailler un petit peu des sols parce qu'il y a des repositions de trappes et puis, des fenêtres notamment qui permettent de moins avoir à s'inquiéter du parking. Mais d'une manière générale, j'aurais bien aimé voir un peu de changement de texture entre les Mmh. plafonds. Parce que la verticalité sur ce site-là, elle est présente de Bah, partout, ouais, ouais, ouais. littéralement. Ça rend le site quand même relativement faible. Je sais pas, en fait, c'est encore pas mal déséquilibré entre les bombes sites, des bombes sites très, très forts et des bombes sites très, très faibles, donc je trouve que ça manque. Ils sont sur le bon chemin, mais je trouve qu'il y a pas assez qui a été fait sur la carte. Ouais, ok. Au niveau du stage 3, est-ce que tu as des pronostics, par exemple, Empire qui sort d'un bon major, pareil pour BDS, que tu penses? Ou aussi, par exemple, Rogue, qui pourrait revenir avec l'arrivée de Prano, par exemple? Je crois pas beaucoup en changement chez Rogue. Maintenant, si ça Mhm. marche pour eux, tant mieux. Mais j'y crois pas beaucoup. Je suis pas tellement sûre qu'un profil comme Prano soit la solution à leur problème. Maintenant, j'ai vu qu'ils allaient le faire jouer comme un hard breacher, donc elite game, donc intéressant. On verra. Personnellement, j'ai pas beaucoup d'espoir pour eux, mais tant mieux si Mhm. ça fonctionne. Euh, BDS, je suis assez curieuse de voir comment ils vont prendre leur stage 3, sachant qu'ils ont quand même pas mal performé au major. Ouais. Enfin, c'était plus que correct. Et qui sont pas loin d'une qualification pour le Six. Donc je suis intéressée de voir comment ils vont aborder leur stage 3. À voir. Voir aussi s'il y a des changements dans leur mode de fonctionnement chez eux ou quoi que ce soit pour, je sais pas, pour se développer peut-être un petit peu plus. Parce que Mhm. je les trouve de plus en plus faciles à lire. Enfin, ils ont un style de jeu qui a bien fonctionné pour un petit peu plus d'un an maintenant, qui fonctionne encore, la preuve à leurs résultats au major, mais qu'on commence de plus en plus à connaître, bien évidemment. Et du coup, je suis curieuse de voir s'ils vont essayer de développer ça ou s'ils vont rester sur la même chose. On verra. Et Empire, je les attends au tournant. Parce qu'avec ce qu'ils nous ont montré au Major, moi je veux les voir performer sur le stage 3. Je devrais pas dire ça parce que c'est des concurrents, hein. Je devrais pas avoir Mhm. envie de les voir performer, mais à titre. Si je prends du recul et que je me positionne juste en tant que personne sur la scène, je trouverais ça bien de les voir performer parce qu'ils nous font le coup à chaque fois de mal commencer leur stage ou d'avoir Mhm. des bons coups de mou au stage et puis ils arrivent en événement et puis ça se passe super bien pour eux ou plutôt bien pour eux. Donc j'aimerais les voir aussi sur la saison régulière. Pas contre nous, bien évidemment, mais contre les autres. Ouais, bah oui. Et voilà. J'attends pas mal de voir Kowana. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Comment ça va se passer sans Kenro. Je suis curieuse.
Bah écoute, moi j'ai tout ce qu'il me fallait. Merci tout d'abord d'avoir répondu présente à mon appel. Si jamais t'as des remerciements à faire, voilà, des choses à dire, je te laisse le mot de la fin. Mais merci à toi pour commencer. Hem et puis, merci à toutes les personnes qui nous supportent, qui nous suivent. Malgré, comme on l'a mentionné en début, de session, toutes les transitions qu'il y a eu, chez Vitality, dans le passé. Je vois très bien qu'il y a des noms qui restent toujours les mêmes, qui sont là et qui sont toujours présents dans les bons comme dans les mauvais moments et ça fait chaud au cœur. C'est super important parce qu'il faut savoir que je pense que tout le monde en a conscience, mais c'est pas toujours facile. Il y a Mm. des fois, tout va bien, tout est très beau, on gagne et c'est très simple. Dans les moments les plus durs, c'est très difficile de garder la tête, hors de l'eau et de voir ces noms qui sont toujours là et qui nous supportent et qui sont derrière nous et qui ça réchauffe le cœur et c'est très important. Donc merci à toutes ces personnes.